Vous avez entendu parler des superactifs. Je l'ai contacté. Ok, donc Alban, tu as, ouais, alors tu as jusqu'au TAS là, tu vois, jusqu'au TAS, voilà, et pratiquement jusqu'au bureau. Et là, on va très bien. Voilà, tu vois, t'as bien Parfait. l'argent. C'est parfait. Donc là, c'est bon, le recul, ça va aller là. C'est impec là. Parfait. Voilà, Ouais. vous m'attendez pas là, parce qu'il y a un Je vais micro. mettre un peu de- Voilà. On va fermer là. Est-ce que vous m'entendez? On peut commencer? Est-ce que ça ne vous dérange pas de vous rapprocher, s'il vous plaît, de ceux qui sont au fond? Comme ça, on se verra mieux. Donc pendant ce temps, j'ai la bonne de me présenter. Je suis Alban Achard, pour ceux qui ne le savaient pas encore, et je dirige une agence de communication qui s'appelle Comme à la Française, et j'ai une activité de formation en prise de parole en public qui s'appelle Éloquence à la Française, que vous voyez aujourd'hui. Et j'ai eu la chance d'accompagner Ensemble de Génération, d'accompagner Tiffaine il y a 5 ans pour la Nuit du Bien Commun à Paris, donc de découvrir votre belle œuvre. Et donc je suis ravi de passer cette heure avec vous. Alors est-ce que vous savez que vous savez peut-être pas encore en fait, que la plus grande peur des gens dans les pays occidentaux, particulièrement en France, avant la mort, c'est de parler en public. Plus de 60% des gens, entre 60 et 80%, dans les différentes enquêtes qui ont eu lieu ces dernières années, expriment cette crainte que ce qui leur fait le plus peur dans l'immédiat, c'est de prendre la parole devant un public. Donc si c'est votre cas, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Et dans cette petite heure, on va essayer d'acquérir ensemble les éléments clés qui vous permettront déjà de commencer à travailler pour arriver à maîtriser cet exercice qui n'est pas toujours évident. On va passer ensemble les 3 points clés et ensuite, à la fin de chaque partie, on laissera 5 minutes pour faire des questions-réponses pour réussir à tenir le timing. La prise de parole en public est composée de plusieurs éléments de communication, de plusieurs langages qu'on appelle le langage verbal, le langage vocal et le langage visuel. Donc ça, c'est une méthode un petit peu scolaire, mais qui permet de retenir en fait tous les éléments qui composent la prise de parole. Il n'y a aucun conseil que vous entendrez sur la prise de parole en public qui ne rentre pas dans ces 3 catégories, donc c'est une manière assez facile de retenir. Mais ce n'est pas le plus important, parce que ça, c'est l'apprentissage concret et technique de la prise de parole qu'on va avoir ensemble. Pour juger de la réussite d'une prise de parole, il faut réussir à mobiliser les qualités de l'orateur. Et les qualités de l'orateur, elles sont assez simples, mais souvent on peut oublier quand on est pris par le stress. C'est d'abord le bon sens. Est-ce que ce que je dis est intelligible et clair? Une idée, une phrase, un concept, c'est des petites règles simples qui permettent de commencer. Sujet, verbe, complément, avec des phrases courtes, ça permet de structurer sa pensée et de se faire bien entendre par le public. Donc le bon sens, c'est la première qualité de l'orateur. Il n'y a rien de plus pénible pour un public d'assister pendant 20 minutes à un discours auquel ils ne comprennent rien. Il ne comprend rien. La deuxième qualité, qui est peut-être la plus importante des 3, c'est la sincérité. Est-ce que vous croyez en ce que vous dites? Est-ce que votre public a le sentiment d'être face à quelqu'un qui est convaincu de son discours, qui a envie de transmettre son message? Et il y a beaucoup de... C'est l'inverse de ce qu'on appelle la langue de bois, les éléments de langage. Il n'y a rien de plus pénible d'entendre un discours fait d'éléments préconçus, prémâchés. On voit bien que ce n'est pas les mots de l'orateur, on voit bien que ce n'est pas forcément la pensée de l'orateur, ou en tout cas c'est l'impression qu'il renvoie. Et là, forcément, ça crée un décalage entre l'orateur et le public, entre l'orateur et son discours, et ça nuit fortement à la transmission du message. Et la troisième qualité, c'est la sympathie. Il faut avoir la sympathie, il faut être avenant, il faut être un minimum agréable pour transmettre son discours. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être un petit peu déconnecté ou surjouer la sympathie, non, il faut être sincère, il faut être naturel, mais vous comprenez aisément que quelqu'un de particulièrement antipathique aura plus de difficultés à passer son message.
Donc ces trois qualités, bon sens, sincérité, sympathie, c'est ça en fait la grille d'analyse, un peu le contrôle qualité qu'on peut faire pour faire son autocritique quand on a réussi un discours. Parce que les prises de parole que vous allez réaliser, ou que vous réalisez déjà, a priori, c'est pas des concours d'éloquence. Enfin, sauf, c'est peut-être possible, hein, qu'il y en a qui présentent le barreau de Paris et qui essaient d'être le meilleur orateur de tous les avocats, mais en général, les gens à qui vous adressez, ce ne sont pas des jurys, ce sont des gens qui sont là pour écouter votre message, et donc souvent vous voulez peut-être obtenir quelque chose pour l'association, de l'engagement, des financements. Et la manière de juger la réussite de vos prises de parole, c'est ça. Est-ce que j'ai réussi à m'exprimer clairement, à montrer les convictions et le cœur que j'ai dans ce que je vais dire, et à avoir l'air sympathique? Si vous avez réussi ça, votre prise de parole est réussie, votre message est transmis. Donc c'est ça le plus important. J'insiste un petit peu là-dessus parce que souvent avec le stress, on peut sortir des prises de parole en se disant « Oh là là, j'ai dit n'importe quoi, j'ai eu chaud, j'étais pas bien, j'ai eu un trou de mémoire, je me suis trompé dans un chiffre. » En fait, tout ça, c'est évidemment des éléments qui peuvent se corriger et on va voir maintenant comment faire, mais c'est pas le plus important. L'essentiel, c'est pas la technique, l'essentiel, c'est la manière dont vous passez votre message. Donc je vous ai dit tout à l'heure que maintenant la prise de parole elle est composée de trois langages, verbal, vocal, visuel. Et nous les Français, les Occidentaux, on a un peu tendance à se concentrer beaucoup sur le langage verbal, donc le fond du discours, le fond du raisonnement, qu'est-ce qu'on veut raconter. Et les Anglo-Saxons, les Américains particulièrement, accordent beaucoup plus d'importance au langage visuel. Ça veut dire le spectacle, le show à l'américaine, toute cette dimension beaucoup plus spectaculaire dans la prise de parole. Et en fait, ils n'ont pas tort dans un certain sens, parce que c'est ça que les gens retiennent surtout, plus que le fond. Alors évidemment, c'est moins vrai à la radio, forcément, mais quand on est face à un orateur, en fait, on va retenir les éléments qui font qu'on va retenir son discours, relèvent davantage de son langage visuel que de son langage verbal. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger l'un ou l'autre. Ça veut juste dire qu'il faut prendre conscience que quand on prend la parole, il faut avoir une certaine maîtrise de l'ensemble verbal, vocal, visuel pour avoir une incidence. Combien de profs de fac, enfin moi j'ai des souvenirs de la faculté où certains professeurs étaient très talentueux, très intéressants, mais leur langage vocal était tellement problématique que beaucoup d'étudiants passaient à côté. Et à l'inverse, bon c'est un peu moins vrai, mais des professeurs très doués dans leur éloquence, mais peut-être un peu moins travailleurs ou un peu moins doués dans leur matière, transmettaient peut-être moins de passion. L'enjeu, c'est d'arriver à identifier les carences qu'on peut avoir, et je peux vous dire qu'en France, souvent, on pêche beaucoup sur le langage visuel auquel on consacre peu d'importance. Donc on va commencer par le verbal. Le langage verbal, on commence par définir son message principal. Beaucoup d'orateurs prennent la parole sans savoir ce qu'ils vont dire. C'est assez logique parce que, comme je vous le disais, les gens en général ne travaillent pas beaucoup leur discours, donc ceux que vous identifiez souvent comme des bons orateurs sont souvent des gens qui ont des prédispositions naturelles ou des talents qui leur permettent d'être très à l'aise à l'oral ou une certaine expérience. Mais le danger de ça, c'est que souvent ils parlent ce qu'on appelle au fil de l'eau. Donc ils peuvent dérouler une forme d'improvisation qui peut durer plus ou moins longtemps, quelquefois 2 heures si ça leur prend, mais c'est un peu une manière de rendre leur public captif de leur exercice, et c'est un petit peu auto-centré comme exercice. Alors que quand on travaille vraiment sa prise de parole, le but c'est qu'on pense à son public, on pense à l'intérêt du public, au message qu'on veut leur transmettre de la meilleure des manières possibles. Donc c'est une forme, j'allais dire, de respect même vis-à-vis du public qui nous écoute. Donc définir son message principal, un point plus concret pour l'ensemble de générations, c'est très rarement présenter l'association. Présenter l'association, c'est pas un message. En général, vous êtes dans un contexte un peu plus précis. Ça veut dire que le public auquel vous parlez dans Centre de Génération, vous en attendez quelque chose. Vous avez un message plus précis à leur transmettre. Le simple fait de le formaliser permet déjà d'être beaucoup plus efficace dans votre prise de parole. Donc par exemple, pour ceux qui font la nuit du bien commun, le message c'est « j'ai besoin de 60 000 euros ». Alors ça va un peu terre à terre, mais ça vous permet de structurer derrière. Alors il y a une manière de le dire qui peut être un peu plus formalisée, mais c'est en fonction de ça ensuite qu'on structure ses arguments.
les arguments que vous mettez en place pour illustrer votre message principal, ils font appel aux deux moteurs que tout être humain a, le cœur et la raison, donc convaincre et persuader. Chacun en fonction de son tempérament, en fonction du sujet abordé, vous allez être plus enclin à prendre des arguments qui relèvent peut-être de l'émotion, des exemples, de tirer de votre expérience personnelle, ou de choses que vous avez rencontrées, ou à l'inverse, des discours plus rationnels, très structurés, avec des arguments, des éléments scientifiques, factuels. Il faut toujours qu'il y ait un petit équilibre. Ça veut dire que vous ne pouvez jamais être que dans l'un ou que dans l'autre. Pourquoi? Parce que dans votre public, tout le monde ne sera pas comme vous. Il y a des gens qui seront beaucoup plus sensibles à des arguments rationnels, et à l'inverse, d'autres qui seront plus à des arguments émotionnels. Par exemple, au Nuits du bien commun, je me souviens de beaucoup de grands patrons qui attendaient d'avoir un business model, presque un business plan de l'association pour décider de faire un don, ce qui était rarement le cas, en 3 minutes on n'a pas le temps de faire ça, mais qui ont été rassurés par le fait que les orateurs ont mobilisé les éléments rationnels de l'association dans leur discours, et ont été en fait cueillis par certains exemples très forts de cas rencontrés par l'association. Donc c'est toujours cet équilibre qui permet en fait de passer son message au plus grand nombre. Donc voilà pour ce premier point. Ensuite, dans l'architecture de votre discours, l'introduction, on va passer un peu plus rapidement, je vous donne juste un conseil, et trouver une accroche. Une accroche, ça vous permet de capter votre public tout de suite. Quand vous prenez la parole devant un public, il y a 5% des gens qui vous détestent, tout le temps. Il y a 5% des gens qui vous adorent. Vous n'avez rien fait, vous n'avez pas encore dit un mot. Des gens qui sont plutôt favorables, 20% des gens qui sont plutôt défavorables. Et après, au milieu, il y a les autres à convaincre. Alors, pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas votre tête, ils n'aiment pas votre look, ils n'aiment pas votre nom, ou à l'inverse, ils aiment bien votre tête, ils aiment bien la raison de votre venue, ils aiment bien votre matière, le sujet de votre discours. Alors ça, c'est vrai partout. Hein. Dans des publics plutôt favorables, les 5% qui vous détestent, c'est peut-être un peu fort de dire qu'ils vous détestent, mais ils ont un a priori négatif sur votre discours. Donc, alors que vous n'avez encore rien dit, vous voyez. Donc l'accroche vous permet un peu de casser cet effet systématique et de prendre l'attention de tous les gens. Et c'est important parce qu'il y a des gens qui sont encore la tête dans le sujet précédent qui les préoccupait avant votre prise de parole, et une bonne accroche permet à tout le monde d'être directement dans votre sujet. Donc une bonne accroche, il y a plein d'exemples, ça peut être une question publique, ça peut être un exemple personnel que vous venez de vivre, ça peut être une enquête, ça peut être, enfin, il y a plein d'idées pour faire une bonne accroche, mais une bonne accroche, ça prend l'attention des gens et ça les amène directement dans votre sujet. Ensuite, construire un plan, donc c'est concrètement mettre les 3-4 éléments principaux qui vont illustrer, qui vont argumenter votre message principal. Je vous encourage vivement à noter juste les points clés avec une phrase à chaque fois, voire même des mots-clés, et à ne pas rédiger votre discours. Si vous rédigez votre discours intégralement et que vous le lisez, envoyez un mail. C'est pas la peine de faire une prise de parole forcément. Et si vous lisez votre feuille, lisez le discours que vous avez écrit, vous allez vous priver en fait de beaucoup d'éléments de langage de communication avec votre public. Les transitions, c'est l'enchaînement entre les différents arguments. C'est justement ce moment-là où vous pouvez bien penser à persuader, convaincre, toucher le cœur et la raison. Si vous avez un discours plutôt dans l'émotion, c'est le moment d'utiliser des arguments plus rationnels pour les transitions, et vice-versa. Et enfin, le point essentiel, la conclusion. Le point qui est le plus souvent oublié par les orateurs. Il faut absolument conclure votre discours. Et en conclusion, il faut toujours répéter son message principal. C'est trop dommage de voir des discours d'orateurs qui ont bien travaillé, qui sont réussis, mais qui oublient en fait de conclure. Et donc quelqu'un qui prend le discours en cours de route, ou quelqu'un qui était complètement absent au début, il va se dire « Ah, ça a l'air, ça m'intéresse beaucoup ce que cette personne raconte », sauf qu'à la fin, il n'aura pas votre message principal, parce que tout simplement, vous n'avez pas pensé à le rappeler. Donc ça, c'est vraiment important, quelle que soit la prise de parole, quel que soit le public, il faut toujours, en conclusion, rappeler votre message principal. Encore plus pour ceux qui font un petit peu de radio, qui présentent l'association à la radio, dans les médias, c'est très rare, après, à part les membres de l'association, que les gens vous écoutent du début à la fin sans interruption, donc c'est trop dommage de ne pas rappeler à la fin de votre intervention le but de votre présence sur ce média.
Pour finir sur le verbal, la carte d'identité de l'orateur, les langages et la pensée, ce qu'on veut dire par là, c'est que la manière dont vous vous exprimez, ça révèle forcément qui vous êtes. Et la première qualité de l'orateur, c'est l'humilité. C'est-à-dire que prendre la parole en public, c'est une manière d'accepter qui on est aussi, avec ses qualités et ses défauts. On se met forcément un peu à nu devant les gens quand on parle en public. Et donc on se révèle, c'est pour ça qu'on dit la carte d'identité de l'orateur. Donc les mots qu'on utilise ont un sens et révèlent qui vous êtes. Et alors mon conseil pour ce point-là, c'est qu'il faut absolument essayer de parler avec le meilleur français possible, ou la meilleure, dans la langue dans laquelle vous vous exprimez, utiliser le plus correctement possible la langue. Alors c'est jamais faisable à la perfection, mais il faut essayer de s'en approcher. Et ça permet surtout de montrer la qualité, la préoccupation que vous avez de respecter votre public en lui tenant les propos les meilleurs possibles. Et ce qui m'amène à la question des anglicismes, qui sont directement liés à ce sujet. Moi j'ai fait l'expérience de certains publics, particulièrement les agriculteurs, des personnes âgées, qui comprennent plus rien à ce que les gens racontent aujourd'hui. Parce qu'il y a certains milieux où on est tellement formaté par les anglicismes que les gens qui n'ont pas été initiés à ça comprennent plus rien. Et donc ça c'est quand même socialement assez problématique. Très compliqué pour un orateur de faire passer son message avec des anglicismes quand le public ne les comprend pas. Et surtout, le point le plus important sur les anglicismes, c'est que c'est un appauvrissement quand même de la langue française. Alors, nous on est éloquence à la française, forcément c'est un sujet qui nous anime un petit peu, mais pour l'orateur, au-delà de ça, au-delà de la défense de la langue en tant que telle, pour revenir à la prise de parole en public, on a la chance d'avoir une des langues les plus riches du monde, avec un grand nombre de concepts pour illustrer, un grand nombre de mots pour illustrer un même concept, une même idée, et faire l'effort de travailler son français pour éliminer les anglicismes et parler de la meilleure des manières possibles, c'est aussi une garantie pour l'orateur de transmettre ses idées de la manière la plus claire possible et avec les mots les plus adaptés. Et je vous assure que tous les publics, finalement, sont reconnaissants à l'orateur de faire ce travail, et c'est assez rare, il faut bien l'avouer, parce qu'on est vite tenté de tomber dans les anglicismes qui font un peu plus à la mode. Mais j'ai accompagné, par exemple, j'ai eu la chance d'accompagner SOS Paysans pour la dernière nuit du bien commun, et ça m'a frappé de voir, je l'ai vu parler avec des financiers. Les financiers, je t'arrêterai là, mais c'est compliqué, ils parlent une autre langue, il faut leur présenter votre projet, ils vont répondre avec des mots, il y a 2 mots sur 3 qui sont en anglais, ou qui sont des néologismes. Donc les agriculteurs, ils étaient là et ils ne comprenaient rien. Vraiment, c'était comme si parlaient chinois et espagnol, c'était assez sidérant. Et de plus en plus de gens, je trouve, surtout il y a un décalage fort entre les métropoles et la ruralité. Donc c'est un souci un petit peu de respect de son public, comme je vous disais, de faire cet effort de maîtrise du français. Voilà pour le verbal. Est-ce que vous avez des questions sur ce premier point? Oui. Un bon discours, c'est combien de temps? Il y a quand même on dit 7 minutes, c'est maxi 10, c'est... Alors, il n'y a pas... je ne vais pas répondre directement à votre question. Il n'y a pas de temps pour un bon discours. Déjà, la plupart du temps, quand vous allez prendre la parole, vous allez souvent avoir des temps imposés. Moi, j'ai 1 heure pour vous parler, donc j'essaie de tenir mon rythme. Vous voyez, donc en 1 heure, je construis mon discours pour 1 heure. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le sujet, c'est pas vous, combien de temps je vais parler, c'est votre public. Qu'est-ce qu'il est prêt à entendre, dans combien de temps, dans quelle structure. Un public, il a maximum 7 minutes d'attention. Il peut pas rester concentré plus de 7 minutes. Là, ça fait 14 minutes que je vous parle. Il y a à peu près 8 personnes dans le public qui ont écouté 60% du discours. Le reste, un peu plus. Il faut qu'on fasse quelques pas, là. Comment? Il faudrait qu'on marche un peu pour... Nous, on a tout non, mais je vous dis... Pour le prochain quart d'heure... Je vous dis, écoutez du début à la fin chaque mot que j'ai prononcé, vous voyez, sans décrocher à un moment. C'est ça que je veux dire. 7 minutes, alors, si vous parlez 1 heure, dans l'heure, là, la plupart d'entre vous, vous allez écouter tout ce que je vais dire pendant 1 heure, mais votre temps de concentration maximale, où vous écoutez vraiment tout ce que je dis, où vous y réfléchissez, c'est en général 7 minutes. Et après, pour finir ma réponse sur votre temps de parole, plus votre discours est court, plus ça demande du travail de préparation. Faire un discours de 3 minutes, c'est très difficile. Il
Il faut vraiment être très structuré. Donc c'est pour la nuit du bien commun, on fait des préparations qui peuvent durer 10 heures ou 12 heures. On fait 3-4 séances de travail de 2 heures chacune ou de 3 heures chacune pour faire un discours de 3 minutes au final. C'est beaucoup plus facile évidemment de parler 20 minutes où on a un peu plus de liberté sur la structure de son discours. Donc voilà, si par exemple vous faites un discours de mariage, faites-le en moins de 5 minutes. En 3-4 minutes, c'est ce que je vous recommande. Après, c'est toujours pareil, si vous appliquez cette méthode en soi, vous pouvez faire un discours de 2 heures. Mais il y a d'autres paramètres à prendre en compte quand vous parlez pendant 1 heure ou 2 heures. Ça veut dire les temps de pause, rythmer les exemples et la théorie et la pratique, relancer, avoir une certaine dynamique pour tenir les gens éveillés. Donc c'est plutôt ça, voilà ma réponse. Je vous en prie. Vous parlez des anglicismes, moi je parle aussi des abréviations. Quand on n'est pas initié dans un domaine et qu'on a un discours dans un domaine particulier, des fois on ne peut pas suivre. Non mais tout à fait, j'ai retenu qu'une chose, mais c'est les acronymes. Voilà. Exactement, les acronymes, c'est assez insupportable. Et effectivement, surtout dans beaucoup de milieux associatifs, comme on est habitué, ceux qui travaillent dans la santé, sur le handicap, etc., toutes les caisses ont des noms, la NDPH, enfin voilà, tous les noms. Non mais je suis d'accord, c'est tout à fait un bon exemple de faire l'effort de préciser. Et puis si vraiment c'est des acronymes quelquefois qu'on n'est pas obligé d'utiliser tellement le nom est long, ben, il faut au moins 2 ou 3 fois dans le discours rappeler, expliquer ce que ça veut dire. Ouais, effectivement, tout à fait. Alors, après le verbal, le vocal. Donc, le vocal, c'est constitué d'abord du débit. Donc le débit, c'est simple, c'est le nombre de mots qui sortent de votre bouche en 1 minute. Donc vous prenez un document Word chez vous, vous regarderez, vous lisez le document, le texte sur le document en mettant un chronomètre d'1 minute, vous arrêtez à la fin d'1 minute. Le plus naturellement possible, vous regardez combien de mots vous avez prononcés dans les minutes. Si vous êtes autour de 140 mots par minute, c'est à peu près le débit moyen d'un adulte en France. Si vous êtes au-dessus, donc si vous passez 160 mots par minute, vous avez un débit rapide, voire très rapide, ce qui est mon cas par exemple. Si vous êtes en dessous de 140 mots, vous avez un débit plutôt lent. Et dans ce cas, il faut, dans chaque catégorie, il faut connaître où on se situe pour adapter en fait, son discours. Donc si vous avez un rythme plutôt lent, il faut faire attention à mettre beaucoup d'intonation et de rythme quand vous relancez vos phrases. En début de phrase, il faut mettre un peu de dynamisme. Après, c'est une technique aussi de parler lentement, parce que plus vous parlez lentement, plus c'est difficile de vous couper la parole. Parce que quelqu'un qui a un débit lent, lui couper la parole, ça sera tout de suite très flagrant et très impoli. Quelqu'un qui a un débit rapide, il suffit de parler aussi vite que lui et de se mettre dans le même rythme de débit et on prend plus facilement la continuité de la discussion. Vous voyez ? Pour vous donner un exemple, si vous regardez un peu la télévision, il y a Gilles-William Goldnadel et Laurent Geoffrin qui sont des chroniqueurs sur CNews et sur BFM, eux qui passent souvent à la télévision et eux en jouent énormément de faire exprès de ralentir en parlant très lentement, en détachant chaque... Et ce qui fait que ça leur donne le droit, selon eux, de s'offusquer dès que quelqu'un leur coupe la parole sur le plateau. Donc, ce qui est une technique rhétorique un peu connue, mais voilà. Si vous avez un débit rapide, il faut que vous fassiez très attention au temps de pause, qui est le point suivant. Donc ça veut dire, en fait, c'est pas grave de parler vite, à partir du moment où vous faites un effort pour articuler, et vous faites des temps de pause pour permettre à tout le monde de suivre le discours. Donc les temps de pause, justement, ils vous permettent plusieurs choses. Ils sont vraiment essentiels dans le discours. Ils vous permettent de laisser votre public respirer aussi, quand vous avez un discours dense. Là, vous voyez, en 1 heure, je vous fais une synthèse d'une formation qui dure 1 journée. Donc c'est censé être un peu dense, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc j'essaie de mettre des pauses pour que vous puissiez suivre. Et les temps de pause, ils vous permettent aussi de respirer, de maîtriser votre regard, ce qu'on va voir ensuite. Et souvent, l'orateur a peur du temps de pause, parce qu'il a peur de la page blanche. Ah, mais si je prends la parole devant le public, ça veut dire qu'ils attendent de moi un discours. Ils vont être, si je dis rien, pourquoi je vais passer? Alors qu'en fait, les gens, ils apprécient d'avoir un moment pour souffler. Et si vous arrêtez complètement de parler, ça remet l'attention du public sur vous.
Donc c'est aussi un moyen de recapter l'attention. Donc les temps de pause, c'est vraiment, il ne faut pas en avoir peur. Il faut les utiliser à bon escient, mais après c'est une question de structure de votre discours. L'accent, ensuite l'accent, donc ceux qui ont un accent d'origine étrangère ou régionale, l'idée, enfin la théorie, c'est que vous devez le maîtriser suffisamment pour qu'il ne vienne pas gêner la compréhension de votre discours. Par exemple, comment s'appelle-t-il déjà? Ce député du Béarn. Dans la salle. Dans la salle, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc je pense qu'il le rejoue un petit peu, mais... J'espère qu'il a leur joué, non, aussi. Bien sûr, mais en fait ça peut être un élément de l'identité de l'orateur dont il se sert, et c'est légitime. Mais en soi, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut essayer de parler dans la langue de la meilleure des manières possibles. Personnellement, je trouve qu'il y a une déperdition de l'enseignement du français, une dégradation plutôt de la qualité de l'enseignement du français qui est telle qu'aujourd'hui, ceux qui ont un accent d'origine qui soit étrangère ou régional n'arrivent plus enfin subissent leur accent, quoi qu'il arrive. Et c'est rare, avant, normalement, même des Corses, des Bretons, des Alsaciens, avec leur accent d'origine, ils arrivaient à le gommer quand ils voulaient s'exprimer dans des discours plus solennels. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Alors après, évidemment, si vous ouvrez ensemble de générations en Corse et que c'est une Corse qui parle au public corse, l'accent corse sera bienvenu, évidemment. L'articulation qui est liée directement au débit, donc c'est un point que tout le monde doit travailler, mais surtout ceux qui ont un débit plutôt rapide. Donc là, c'est assez facile. Donc si vraiment vous avez des énormes problèmes d'élocution qui vous handicapent vraiment pour parler, je vous conseille vivement d'aller voir un orthophoniste, parce qu'en quelques séances, il permet d'identifier des choses assez faciles. Mais sinon, tout le monde peut travailler en se mettant toujours devant la fameuse glace. Vous prononcez votre discours en ralentissant le rythme et en détachant chaque syllabe de chaque mot. Donc vraiment en exagérant l'articulation. Ça a de grands bénéfices. Déjà, ça vous fait travailler la mémoire musculaire. Parce que notre corps est bien fait, et en fait, à force de parler comme ça, les muscles de votre mâchoire vont retenir en fait, la vitesse à laquelle vous fonctionnez, et ça supprime certains effets du stress. C'est-à-dire que même quand vous êtes très stressé, que vous n'êtes pas du tout dans votre assiette, le fait que vous êtes entraîné comme ça fait que votre corps est habitué à parler d'un rythme plus calme et vous articulez mieux. Donc ça, c'est évidemment essentiel. Et ensuite, l'articulation, en exagérant énormément le fait de détacher chaque syllabe, vous avez peut-être l'impression que c'est idiot devant votre classe, mais le public, lui, il n'a pas le même ressenti. Et avec l'adrénaline et le stress, vous allez forcément parler un peu plus vite, en général. Donc le fait que vous êtes entraîné à bien articuler, c'est très bénéfique. Et ensuite, ça vous aide aussi à retenir vos discours, à retenir les idées que vous voulez formuler. La voix. Alors on a tous la voix qu'on a. Alors on n'est pas tous égaux, malheureusement, dans le timbre de voix qu'on a naturellement. Et on a une particularité, c'est qu'aucun d'entre vous n'a jamais entendu sa voix. Que quand vous parlez, vous entendez avec votre oreille interne. Vous n'entendez jamais votre voix telle que les autres l'entendent. Quand vous l'entendez, c'est par un enregistrement technologique, dans une vidéo, dans un enregistrement audio. Et c'est pour ça que beaucoup de gens n'aiment pas leur voix. Parce qu'ils disent, mais non, c'est pas ma voix, ça. C'est la voix que les gens entendent. Donc c'est assez naturel de ne pas aimer sa voix. Mais par contre, elle est comme elle est. Donc on a tous plusieurs voix. On a ce qu'on appelle la voix de tête qui vient du haut du corps et qui est celle avec laquelle on parle au quotidien. Mais l'enjeu, c'est exactement la même chose qu'au chant, qu'à la chorale, c'est d'arriver à faire descendre sa voix pour parler avec une voix de coffre qui est plus profonde. Et pour comprendre ça, vous pouvez regarder par exemple les chanteurs d'opéra qui manient ça avec dans certains extrêmes, c'est-à-dire qu'ils ont une voix de coffre qui leur permet de faire leur métier. Et quand vous les entendez en interview derrière, c'est vraiment très différent. Un petit indicateur, c'est si vous avez mal aux cordes vocales, vous avez mal à la gorge et que ça vous tire les cordes vocales quand vous parlez longtemps, ça veut dire que vous n'utilisez pas votre bonne voix. C'est pour ça que les chanteurs professionnels, les animateurs peuvent faire leur métier, parce qu'ils ne fatiguent pas leur corde vocale, ils parlent avec leur voix de coffre. Et cette voix a aussi comme avantage d'être particulièrement puissante. Ça veut dire qu'en parlant doucement, vous avez un timbre de voix qui peut être entendu de très loin. C'est le cas aussi de ce qu'on appelle les voix de tribun, comme en politique, comme Jean-Luc Mélenchon ou Jean-Marie Le Pen. Vous voyez qu'on a des voix
ont des voix assez puissantes. C'est des timbres de voix qui sont aussi plus chaleureux en général, donc qui permettent d'être mieux reçus par le public. Parce que la voix a un rôle important sur l'inconscient du public, c'est qu'écouter quelqu'un qui a une voix très désagréable, il y en a, c'est comme ça, hein, ça doit être le plus brillant des orateurs. Au bout de 10 minutes, c'est très compliqué de rester concentré et voilà, ça peut fatiguer un petit peu. Et enfin, la respiration, ce qui est évidemment essentiel également. Quand on prend la parole en public, on est forcément un petit peu stressé, on a un petit peu de trac. Et le stress, ça génère de l'adrénaline dans le corps. Et l'adrénaline, ça consomme de l'oxygène dans vos muscles. Donc si vous ne respirez pas, vous allez finir en apnée. Donc il y a des orateurs qui sont en apnée. Donc ça va forcément nuire à la compréhension de votre discours auprès du public. Et c'est pas bien, tout simplement. Donc la respiration, si vous vous mettez un petit peu dans le rouge, comme ça peut arriver quand on a un débit rapide souvent, pensez au temps de pause, c'est le moment de respirer. Et c'est aussi un signal que vous renvoyez à votre corps. Vous respirez, ça vous permet de remplir vos poumons d'air, de vous détendre un petit peu. Et c'est même si vous êtes très stressé, c'est surtout si vous êtes dans des situations très difficiles, où vous êtes très mal à l'aise, qu'il faut se forcer à respirer encore plus pour subir beaucoup moins les effets du stress. Donc voilà pour le vocal. Est-ce que vous avez des questions ? Il y a un mot que vous n'avez pas cité, mais ça va avec ce que vous avez dit sur la voix et notamment la respiration. C'est les émotions. C'est comment est-ce qu'on peut s'entraîner pour... moi, je sais que personnellement, j'ai un très très gros problème. J'ai été opérée, j'y ai cru, ça n'a rien changé. Je suis une éponge à émotions. Donc quand j'ai le moral, quand je vais bien, ben voilà, ça va. Hier, j'ai pris le micro, j'avais une voix, mais c'était... Je ne maîtrise... J'ai pas encore trouvé le moyen de... Bah, ça se maîtrise un peu quand même, non? Enfin, je dis... La respiration. Bah, non, oui, mais non. Pour les émotions, vous voulez dire? Hein, Oui, pour les émotions, oui. Ouais. Alors, les émotions, oui, ça se maîtrise, mais je dirais que c'est l'ensemble des techniques de prise de parole, l'ensemble de ce qu'on voit qui vous permet d'avoir un meilleur contrôle sur votre émotion. Parce que si vous ressentez les émotions comme ça, j'allais dire sans filtre, de manière aussi forte quand vous prenez la parole, c'est souvent parce qu'on parle, ce que je disais tout à l'heure, au fil de l'eau, sans préparation forcément. Donc en fait, on improvise un petit peu, et on va y venir plus précisément dans la suite, dans le visuel et en conclusion. Vous allez voir, si vous parlez sans savoir préparer, sans maîtriser le public, sans savoir les points clés qui sont importants pour vous, bah, vous allez subir la situation d'une manière forte. Et donc si vous êtes en plus particulièrement émotif, vous allez le prendre de plein fouet, vous voyez. La préparation, le but c'est pas de faire de vous une machine ou un robot, mais c'est de préparer ce qui peut être maîtrisé par vous, et donc il y a beaucoup moins de place en fait pour subir les événements qui pourraient se passer. Mais ça arrive souvent, hein, On est surpris quoi, en fait, on ne voit pas venir, enfin moi c'est vrai. Oui, mais... Je peux être super à l'aise et puis tout à coup... Alors, mon premier conseil, j'ai accompagné plusieurs personnes qui étaient très émotives, et je leur ai dit, on a travaillé pour assumer, ça veut dire qu'il faut assumer d'être émotif aussi. C'est-à-dire que si vous perdez vos moyens à un moment, il faut l'assumer. Et regardez par exemple le passage de Violaine de la Maison des Plus Petits à la Nuit du Bien Commun à Paris il y a 2 ans, je crois. On avait beaucoup travaillé et elle a perdu, bon, le sujet dont elle parle est particulièrement poignant. Elle a vécu en plus ce dont elle parle, comme infirmière, donc elle était forcément marquée par ce qu'elle a habité, par ce qu'elle a raconté, ce qui était très efficace pour passer le message et toucher le public. Mais ce qu'on redoutait s'est passé, ça veut dire que les émotions étaient tellement fortes pour elle qu'elle a complètement perdu le fil de son discours et qu'elle s'est interrompue, et là il n'y avait plus personne. Mais on avait un peu préparé ça ensemble, et elle avait retenu, voilà, si je perds mes moyens, c'est pas grave, on respire, le trop plein d'émotions est sorti, et en fait, assumer qui on est quand on prend la parole devant un public, c'est aussi la meilleure manière pour que le public vous le rende et vous encourage, et du coup elle a eu beaucoup d'encouragement, et ça lui a permis de reprendre le fil. Et en plus, comme elle avait préparé son discours sans tout rédiger, bah, elle a pu reprendre le fil avec le point suivant, donc le point qu'elle était en train de développer au moment où elle a perdu le contrôle. Bon, il est passé à la trappe, mais c'est pas grave. Les gens ont quand même retenu ce qu'elle voulait dire, son message est passé.
Donc bon sens, sincérité, sympathie, malgré les dérapages qu'il y a pu y avoir, ça a fonctionné. Et au contraire, ça a même fait que les gens ont été tellement touchés que ça a été un carton pour elle, et c'est génial. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas un concours d'éloquence. Le but, c'est pas d'avoir le discours parfait, du début à la fin, il n'y a aucune faute. Le but, c'est aussi d'assumer qui on est et d'arriver à être le plus sincère possible. C'est ça qui compte avant la technique et avant les choses concrètes de l'éloquence. Mais on va voir ça particulièrement maintenant, parce que sur le visuel, c'est un gros rôle par rapport à la gestion de l'émotion. Alors il y a plusieurs études médicales et scientifiques qui prouvent que lorsque deux êtres humains croisent le regard, ça provoque une accélération du rythme cardiaque. Alors évidemment, si vous avez un coup de foudre, c'est encore plus vrai, mais ça montre que le regard est un élément à part entière de la communication. Et moi je dis souvent que c'est un champ de bataille, le regard, quand vous prenez la parole en public, que l'orateur doit occuper absolument. Ça veut dire que si j'avais passé tout mon discours là regardé par terre, forcément le lien avec vous n'aurait pas été le même. Et si je m'étais trompé dans mon discours, que j'avais dit des bêtises, quand j'aurais relevé la tête, je me serais pris toute votre hostilité. Donc je vous conseille de toujours garder en tête l'importance du regard. Donc un petit conseil pratique pour ça, parce que selon les contextes de salle et les configurations, c'est pas toujours facile, on sait pas toujours comment faire pour regarder. Vous prenez quel que soit le cadre de la prise de parole. Vous êtes dans le salon d'une personne âgée avec deux, trois personnes, ou alors vous êtes dans un amphithéâtre comme celui-là, ou plus difficile, vous êtes assis sur des tables ovales de réunion, là où vous êtes 10-15, et il y a des gens à côté, des gens en face, c'est plus difficile. Vous regardez la personne la plus à gauche et la plus à droite. Et vous passez votre discours à regardez tout le monde en passant votre regard à hauteur des yeux du public. Du coup, les gens dans le public, forcément, à un moment, vont croiser votre regard. Donc, ils vont avoir l'impression, l'orateur me regarde. Vous, concrètement, vous ne voyez personne. Vous ne pouvez pas regarder chacun. Là, depuis le début, je ne vais pas faire un par un chaque personne. Vous voyez, ça serait un petit peu mécanique et ça nuirait beaucoup à la sincérité et au naturel du discours. Mais passer son regard à hauteur des yeux, ça permet au public de rester connecté avec vous. Donc voilà, c'est vraiment important parce que vous avez sûrement fait l'expérience à un mariage, à une soirée, vous êtes avec un groupe d'amis ou avec votre conjoint, et il y a deux personnes, votre conjoint parle avec quelqu'un dans le groupe, 3-4 personnes, et vous n'êtes pas dans la discussion, donc ça ne vous concerne pas. Et si pendant 3 minutes les deux personnes parlent ensemble, sans jamais regarder les gens autour, c'est très désagréable, on a l'impression d'être potiche et de servir à rien. Alors que si les interlocuteurs regardaient en souriant les gens autour dans le groupe, tout de suite ça change complètement le rapport social que vous créez avec votre entourage. Donc ça montre bien que le simple regard a un rôle vraiment déterminant. Et dans l'association, dans votre quotidien, dans votre vie de famille, dans l'entreprise, je vous assure que ça change tout. Les gens qui pensent à regarder en réunion, à regarder tout le monde dans les yeux, quand vous rentrez dans une salle où il y a un peu de monde, au lieu de faire « je me mets à ma place, je regarde mes pieds », pensez juste à regarder en souriant, ça ne coûte pas grand-chose, mais ça change beaucoup le rapport que vous entretenez. Et pour l'orateur, c'est vraiment un élément clé. Ensuite, la posture, l'attitude et les gestes. Alors, on a vu le regard tout en haut, après on descend, la bouche. Donc la bouche, la tête c'est comme un phare. Donc la bouche c'est le haut du phare, c'est là d'où sort la parole. Donc il faut que votre tête soit dans l'axe de votre cou et de vos épaules. Ça peut paraître logique, mais il ne faut pas se pencher, tordre sa tête dans tous les sens. Particulièrement quand on est en position assise. Quand on est assis, souvent on peut être vite tenté de s'adosser, de s'avancer, de se mettre sur le côté. Donc il faut garder sa tête droite, avoir un port de tête un peu fier, qui montre aussi, alors sans faire forcément rigide, il faut rester naturel, mais il faut être vigilant sur ça. Ensuite les épaules. Alors on a tous, il y a plus ou moins longtemps, porté des sacs un peu lourds, quand on était à l'école ou étudiant, ou même plus tard. Et en fait, ça a un inconvénient, c'est que ces sacs très lourds qu'on a portés longtemps, moi j'ai fait une fac de droit à l'école civile et tout ça, on remonte les épaules pour porter ces sacs là. Et en fait, les muscles en haut du dos, c'est une zone du corps qui est très sensible au stress. Et donc en fait, naturellement, c'est une zone du corps qui peut se contracter vite, surtout si vous avez une vie un peu trop intense.
Mais l'orateur, on veut l'inverse, on veut détendre les épaules. Alors, on va faire un exercice ensemble, vous pouvez tous vous lever s'il vous plaît. Donc on se tient droit sur ses deux jambes et essayez de... C'est la caméra derrière, je viens de penser. On se tient tous sur ses deux jambes et essayez de relâcher vos deux bras le plus possible. Et il faut que vous sentiez que vos bras sont lourds. Essayez de toucher sans bouger. Ne bougez pas, essayez en fait de toucher le sol avec votre main et de relâcher complètement les muscles de votre dos, de vos épaules, des bras, des mains. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucun muscle qui soit contracté. Et en fait, cette position-là, elle permet de détendre complètement le haut du corps. Et peut-être que vous allez sentir que c'est quelque chose qui vous arrive jamais, en fait, de détendre complètement. Et ça, c'est un petit exercice qui est très fort pour envoyer à votre corps le signal de « ça va bien, je suis pas stressé ». Donc quand on va prendre la parole dans un discours qui nous fait très peur, et qu'on n'est pas bien, qu'on est tout crispé, qu'on a chaud, qu'au fond on peut avoir mal au ventre, on respire, on met sa tête droite et on relâche complètement ses bras. Et c'est aussi un très bon exercice pour apprendre à maîtriser après sa gestuelle, parce que parler comme ça en relâchant complètement les bras le long du corps sans bouger, c'est pas du tout naturel, hein, c'est pas comme ça qu'il faut parler devant un public, mais pour s'exercer, ça vous permet de prendre vraiment le contrôle, en fait, de vous habituer à parler en maîtrisant. Et vraiment, essayez de le faire. Alors on fait une dernière fois, vous mettez bien sur vos deux jambes, il ne faut pas que vos genoux soient pliés. Vous allez avoir les deux jambes droites, un petit peu écartées, pas trop, dans l'axe de vos épaules. Et il faut vraiment que vos mains, il ne faut pas que vos mains soient posées sur votre jambe. Il faut que votre main pende vraiment, vous voyez, comme ça. Et en fait, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais, parce que vous n'êtes pas désarticulé comme ça. Mais cet exercice-là, il ne faut pas que ça vous endorme, mais il est censé vraiment vous détendre les épaules. Voilà, ça fait du bien. C'est pour ça, après le déjeuner surtout, voilà. Donc vous voyez, donc ça, c'est ce niveau de décontraction des épaules, c'est ça qu'on cherche à avoir quand on prend la parole en public. Voilà, et en fait, si vous êtes stressé et si vous êtes en difficulté, surtout si vous êtes assis, vous allez avoir la tête qui va rentrer dans les épaules qui vont remonter, la contraction, la gêne se traduit par ça tout de suite. La tête renforcée, et là, voilà, l'effet on s'enroule un petit peu. Au contraire, on va détendre, et plus vous êtes mal à l'aise, plus vous êtes en difficulté, plus il faut penser à relâcher, justement, parce que c'est comme ça que vous reprenez le contrôle, et c'est comme ça que vous donnez le signal à votre corps que, oui, bon, ça va, moi dans ma tête ça va pas, mais par contre, on maîtrise. Vous pouvez vous rasseoir, merci beaucoup. Merci à vous. Ensuite, le buste dans l'axe des jambes. Bon, ça peut paraître logique, mais on évite de se contorsionner, de s'adosser à un mur, de se pencher quand on parle, on reste droit. Surtout en position assise, on évite de se tordre dans tous les sens. Ça peut vite, quand on ne fait pas attention, quelquefois, ça peut vite venir. Alors, l'appui des jambes, ça c'est vraiment un point clé parce que l'orateur, quand vous prenez la parole, vous créez forcément, même inconsciemment, un rapport d'autorité avec votre public. Même si c'est vos amis et que vous leur parlez 2 minutes et qu'ils vous écoutent, le simple fait qu'ils vous portent une attention, ça veut dire qu'ils vous estiment digne de leur adresser une parole pendant 2 minutes. Alors vous n'avez pas le choix, là, mais et sinon, il faut que votre appui traduise ça, c'est-à-dire que vous devez donner une impression de stabilité, de confiance en soi, et au même titre que les épaules qu'on vient de voir, l'appui, si vous êtes bien sur vos 2 jambes, ça vous renvoie un message de stabilité et de sérénité. Alors attention, souvent, vous mesdames, mais c'est aussi chez les hommes, on a tendance à faire ce qu'on appelle le transfert de poids. Vous passez votre poids d'une jambe sur l'autre, et avec le genou plié, vous voyez. Et le genou plié, vous pouvez avoir tendance à faire comme ça si vous êtes très stressé. Enfin, tout le monde, hein, tous les orateurs, mais c'est pour ça que c'est une habitude à prendre, d'être bien sur ces 2 jambes. Et ça vous permet également de ne pas subir vos déplacements. Ça veut dire, si vous voulez bouger, vous bougez. Donc vous allez là. Mais vous ne pouvez pas passer votre discours à bouger dans tous les sens, en reculant, en avançant, et en subissant le stress. Encore une fois, le stress, ça libère de l'énergie qui a besoin de sortir. Donc tout l'enjeu de ce qu'on est en train de voir, c'est de mettre cette énergie dans votre prise de parole, cette conviction dans votre intervention. Et si ça part dans des gestes parasites, bah c'est autant d'énergie. Vous allez vous fatiguer en fait. Vous allez vous fatiguer et vous risquez de fatiguer votre public en plus, ce qui est plus grave. Donc voilà pour les jambes, cet appui un peu solide, enraciné. Ensuite, les gestes. Donc
beaucoup, ouais, je vous en prie. Et si on est obligé d'être assis? Alors assis, c'est plus facile pour les jambes. Oui, mais on est un peu... Enfin, c'est différent. Alors assis, c'est plus difficile pour la tenue de l'orateur, le haut du corps, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez plus vite avoir tendance à vous adosser, à être plus avancé. Donc il faut rester naturel. Le but, c'est de ne pas paraître ni trop rigide, ni complètement dans son canapé. Mais il faut faire attention particulièrement au port de tête, à regarder les gens. Et voilà, le haut du corps détendu. Il faut réussir à renvoyer cette même impression, mais c'est évidemment plus difficile de renvoyer cette impression quand on est assis que quand on est debout. Beaucoup d'orateurs me demandent qu'est-ce que je fais de mes mains. Bon, je ne sais pas quoi faire là, quel geste je dois faire, quel geste je ne dois pas faire. Alors, je vais vous donner quelques exemples de gestes, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'en fait, les gestes, c'est un moyen supplémentaire dans votre communication visuelle. Donc, c'est la manière dont vous abordez le sujet qu'il faut changer. Il ne faut pas se dire, oh là, qu'est-ce que je vais faire de mes mains? Moi, quand j'ai appris à la prise de parole en public, pendant beaucoup trop longtemps d'ailleurs, on m'a appris à parler avec l'exercice que je vous ai fait faire là. Ce qui n'est pas du tout naturel, c'était un peu l'ancienne école, mais en fait, le fait de faire ça, ça vous permet d'avoir... après, vos gestes, ils sont vraiment au service de votre prise de parole. Si vous vous concentrez sur tout ce qu'on a vu là, structurer son discours, les éléments du vocal, le visuel, relâcher ses épaules, regarder le public, vous n'allez pas vous dire « qu'est-ce que je fais de mes mains ?» vous voyez ? Qu'est-ce que je fais de mes mains? C'est un peu prendre le sujet par le petit bout de la lorgnette. C'est comme quand est-ce qu'il faut que je respire? Non, en fait, respirer, ça fait partie de la prise de parole. Donc, si vous parlez vite et que vous n'articulez pas beaucoup, il faut bien penser au moment des temps de pause à respirer plus profondément. Mais vous voyez, on peut prendre ces sujets-là prendre la prise de parole par ces petits sujets-là, c'est pas forcément la bonne approche qui vous permettra d'avoir les bons gestes. Cela étant dit, il y a des choses à ne pas faire. Je vais commencer par là. Quand on parle, on ne se touche pas le corps. On ne se touche pas le visage. Surtout que le visage est une zone du corps qui est très innervée. Donc quand vous êtes stressé, vous pouvez avoir envie de vous gratter. Et si vous vous grattez, vous allez encore plus avoir envie de vous gratter. Donc c'est les joueurs de foot à la sortie des matchs, qu'on voit dans les interviews, toujours en train de se gratter le visage. C'est à cause de ça. On se recoiffe pas, on se touche pas les cheveux non plus, parce que, encore une fois, le but c'est d'être le plus détendu possible. Alors, effectivement, ça demande une petite préparation avant pour être prêt à faire son discours. Non, mais je vous dis ça parce qu'il y a certaines oratrices qui pensent pas forcément à leur coiffure avant et donc qui ont tout le temps les cheveux dans la figure quand elles parlent. Quand on est à la télévision, c'est un peu gênant. Et donc, elles passent leur interview à se recoiffer. N'oubliez pas que, par exemple, sur les chaînes d'info continue, dans beaucoup d'endroits, c'est diffusé sans le son, avec les bandeaux dans les entreprises, etc. Donc, quand on voit une dame en train de se recoiffer pendant 10 minutes, c'est pas très valorisant. Ça ne permet pas non plus de deviner le message qu'elle tente de faire passer. Ensuite, il y a certains gestes, je vous conseille. Oui, la paume ouverte de la main ouverte, alors sans faire le prêtre à la messe, hein, mais en restant de manière mesurée. C'est un geste d'accueil, de bienveillance, d'ouverture, qui permet d'être rassurant, aussi de prendre à partie le public dans son discours, de prendre en compte tout le public. Donc c'est un geste que vous pouvez utiliser, la main ouverte. Ce geste-là, ça veut dire quoi selon vous? Le pouce et l'index liés. Alors c'est OK à la plongée, le sous-marine ça veut dire OK, mais ça veut dire la précision. La précision. Alors les hommes politiques font beaucoup ça, Trump le fait beaucoup, Sarkozy le faisait beaucoup, mais c'est pas parce que vous faites ça que votre discours devient précis. Parce que les politiques qui commencent à le maîtriser, souvent le font tout le temps pour essayer de renforcer le fond de leur discours, mais ça fonctionne pas comme ça. Le point fermé, ça peut vouloir dire la fermeté aussi. Il y a des gestes qui sont un peu plus forts, qui peuvent être utiles dans des débats ou pour interrompre une discussion, mais qu'il faut utiliser évidemment avec pertinence. C'est la main opposée vers le public. Là, c'est un geste fort qui casse la communication, donc ça peut être utile quand il y a un débat qui nous échappe. Ensuite, autre règle à ne pas faire du tout, quand on prend la parole, on ne tient pas d'objet dans les mains. C'est très important. Alors là, j'ai un téléphone, mais si j'avais un crayon, vous voyez, quand on a un crayon, parce que alors, une des raisons, c'est qu'à un moment, vous allez vouloir le pointer vers le public. Et pointer vers le public à crayon, c'est comme si vous avez une arme.
C'est le même sentiment pour les gens. Donc, si vous avez un crayon pour écrire, vous écrivez, vous le posez, et après vous reprenez votre discours. Alors là, j'ai un micro, donc c'est plus simple, parce que j'ai qu'une main à utiliser. Encore que le micro, c'est encore notre règle, parce qu'il faut pas, faut le tenir au milieu, pas au bout. Il faut le tenir proche de sa bouche. Les micros, ils sont réglés pour parler comme je suis en train de vous faire. Ils ne sont pas réglés pour parler comme ça. Donc voilà pour les gestes. On n'utilise pas les crayons, les téléphones. Si vous en avez besoin, un papier, vous le prenez, vous l'utilisez pour le discours, et après vous le reposez. Comme ça, en fait, c'est toujours la même règle, le même principe. Vous êtes entièrement consacré à la prise de parole que vous faites pour votre public. Donc votre gestuelle, votre voix, le fond de votre discours, votre tête, aussi on va y venir, doivent être tournés vers ça. Est-ce que vous avez des questions sur le visuel? Non, c'est bon? Donc je vous ai fait un petit résumé pour Ensemble de Générations sur présenter efficacement son association. Déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas un concours d'éloquence, donc il faut se déstresser quand vous avez l'opportunité de présenter l'association ou d'en parler en public. Il n'y a pas de jury devant vous, personne ne va attendre un discours parfait. Au contraire, ce que tous les publics attendent, c'est bon sens, sincérité, sympathie. Si vous avez ces trois choses-là, quel que soit votre niveau d'éloquence aujourd'hui, quelle que soit votre expérience, quelles que soient vos qualités ou vos défauts, les gens apprécieront votre discours. C'est au moins d'une certaine manière, c'est vraiment ça l'essentiel, donc il ne faut pas se mettre une pression supplémentaire. La méthode qu'on a vue là, qui se fait sur une journée avec des cas concrets, beaucoup d'exercices pour mettre ça en pratique, je vous ai parlé tout à l'heure, je crois, de SOS Paysans. Ils ont le président qui est un éleveur à la retraite, un agriculteur. Il a présenté pour la Nuit du Bien Commun son discours en septembre. On était une vingtaine dans la salle, personne n'a rien compris sur le fond et sur la forme. Mais rien du tout. Ce qui était un petit peu gênant, un peu compliqué. Et il a suivi l'entraînement, il a travaillé avec tout ce que je viens de vous dire, on a travaillé beaucoup, et de manière très humble et très concentrée. Et 3 mois après, c'était un des plus beaux discours qu'on ait eu, la Nuit du Bien Commun, en 3 minutes. Il avait beaucoup d'argent, il a convaincu beaucoup de monde. Et donc, je vous dis ça pour dire que tout le monde peut y arriver, et lui, de sa vie, il n'avait jamais parlé à plus de 5 personnes ensemble. Enfin, c'est peut-être un peu exagéré, mais il n'avait jamais eu l'occasion de faire de prise de parole en public dans un contexte un peu particulier, un peu difficile. Donc vraiment, rassurez-vous là-dessus, tout le monde peut y arriver, quel que soit votre niveau de départ. Ensuite, ce que je dis souvent, c'est que vous n'êtes pas là pour présenter votre association. Parce que quand on est engagé comme vous l'êtes, qu'on est animé par des causes pareilles, on a souvent envie de partager avec le public tout ce qui nous anime, les expériences qu'on a vécues, les richesses des gens qu'on côtoie. Mais il faut le faire de manière maîtrisée. C'est-à-dire que le public, il est là pour entendre votre message, pas pour vous entendre raconter votre vie, pour le dire d'une manière un peu plus concrète. Donc ça rejoint ce qu'on a vu dans le verbal tout à l'heure, définir votre message, et après vous utilisez vos expériences et l'action de l'association pour argumenter votre message. Parce que ne pas le faire et être un peu ce que j'appelle au fil de l'eau et raconter les choses comme elles vous viennent, c'est aussi un risque de noyer un peu le message que vous voulez faire passer, et que derrière, le public ne retienne pas forcément les points clés. Et enfin, moi j'ai vu beaucoup d'orateurs parler comme ça un petit peu au fil de l'eau, et oublier comme ça des points clés. Oublier, si vous êtes là pour demander de l'argent, oubliez en fait de dire le montant que vous voulez et pourquoi vous voulez l'argent. Ils ont été tellement portés par l'exemple du binôme qu'ils ont vu magnifique, qui a eu une histoire incroyable pendant 10 minutes, mais ils ont oublié en fait de dire qu'il faut de l'argent pour l'association, pour telle ou telle raison, pour ouvrir des nouveaux binômes. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux vous dire, mais c'est vraiment important de réussir à rester maître de son discours. Voilà. Et ensuite, le quotidien de l'association, persuader et convaincre, pensez bien à utiliser les éléments, des exemples concrets, factuels, les arguments, la vie que vous avez au sein de l'association, ce que vous voyez sur le terrain, de le lier avec des arguments un peu plus rationnels pour avoir un discours qui peut parler à tout le monde. Et enfin, les gens ne retiennent que 10% d'un discours. Donc je sais bien que là, vous n'allez pas retenir tout ce que je vous ai dit, mais j'espère que vous aurez retenu bon sens, sincérité, sympathie. Voilà.
Et pour finir, les 3 conseils que je vous laisse en conclusion. Préparez suffisamment votre travail. La majorité des orateurs qui ratent leur discours, c'est parce qu'il y a un manque de préparation. Donc préparer son travail, c'est ce qu'on vient de voir. Définir son message, mettre ses arguments. Ne pas se contrarier, c'est pas quand on va présenter ensemble de génération à la nuit bien commun, c'est pas 1 heure avant qu'on fait le ménage de sa maison, qu'on va regonfler les pneus de sa voiture, ou qu'on essaye une nouvelle paire de chaussures qu'on n'a jamais mise. C'est plein de choses comme ça qui, quelquefois, avec le stress, on fait des choses pas forcément très intelligentes. Donc, restez dans vos habitudes. La prise de parole en public, c'est pas difficile, mais c'est quand même un exercice qui est exigeant. Ça demande une mobilisation de toutes vos capacités intellectuelles, physiques. C'est quand même quelque chose qui est assez engageant pour l'orateur. Donc, il faut rester dans un état d'esprit concentré sur l'exercice qu'on va réaliser. Et enfin, le stress peut être bénéfique. N'ayez pas peur du stress. Ne pas être stressé, c'est un problème. Si vous n'avez aucun stress, c'est un problème. Le stress, c'est vraiment un outil qui vous permet de passer de l'entraînement à la compétition. Ça vous donne une énergie supplémentaire. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à canaliser le surplus d'énergie et d'émotion qui est généré par le stress dans votre prise de parole. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure sur la gestion de l'émotion. Toutes les petites techniques qu'on a vues, elles sont là pour vous aider à faire ça. Et après, c'est l'entraînement. Plus vous vous entraînez, je vous disais tout à l'heure, c'est comme la course à pied. Si vous vous entraînez avec cette méthode dans toutes vos prises de parole, dans votre vie de famille, dans votre quotidien, vous allez voir au bout de 2 semaines, 3 semaines, vous allez vraiment faire des progrès et vous allez mieux maîtriser votre stress. Donc ça ne veut pas dire que vous serez plus stressé. Hein. Même quand j'ai pris la parole devant vous, j'avais forcément un petit peu de stress avant, mais c'est la manière dont vous l'utilisez derrière qui change. C'est-à-dire que vous êtes plus convaincant, vous avez plus d'énergie dans votre prise de parole. Donc il ne faut pas en avoir peur et vous réussirez tous à faire des très beaux discours. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Merci à vous. On aura le merci. Merci à vous. Je vous en prie. Je pourrais le transmettre. Est-ce que... Merci à vous.